Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Tatiana qui est passée du métier d'institutrice à celui d'entrepreneur en ligne. Bonjour Tatiana. Bonjour Ophélie, bonjour à toutes et à tous. Mais avant de passer à cette interview et de recueillir ses meilleurs conseils et son expérience, je vous invite à vous abonner à Frico Féminin et à télécharger votre bonus, votre cadeau dans la description, les 6 clés pour libérer votre potentiel et vous libérer financièrement. Tatiana, est-ce qu'on peut revenir à ton parcours et est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à switcher du salariat et ton métier de fonctionnaire et d'institutrice à l'entrepreneuriat? Oui, alors donc moi j'ai été institutrice pendant 12 ans. Je me suis arrêtée à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait que je change de métier. Je m'étais dit à mon démarrage, j'avais la vocation moi, pour être instite, donc c'était vraiment ce que je voulais faire pour toute ma vie. Et je m'étais dit, si jamais à un moment donné j'ai l'impression que je ne suis plus en train d'aider vraiment à fond mes élèves, il faudra que j'arrête. Donc j'ai senti au bout de 12 ans que je commençais à m'épuiser moralement, à m'épuiser physiquement, à ne plus passer assez de temps avec mes propres enfants et à donner beaucoup plus d'énergie aux enfants des autres qu'aux miens. Et donc, je me suis dit, il faut que je change de métier. Je n'étais pas forcément partie pour me lancer dans l'entrepreneuriat à la base. J'avais ma meilleure amie qui était secrétaire médicale dans l'armée et qui adorait son métier. Sa sœur était secrétaire médicale dans un cabinet de radiologie, adorait son métier. Je me suis dit, allez, moi aussi, je vais partir dans l'administratif et je vais brasser du papier. Et finalement, j'ai fait une formation pour être secrétaire médicale. J'ai commencé en faisant, pendant cette formation, des stages et je me suis rendu compte que le salariat, ça n'allait pas être pour moi. Ça n'allait pas être pour moi parce que dans ma vie professionnelle, j'avais jamais été avec un chef au-dessus de moi. Quand on est instit dans sa classe, on a le pouvoir, en quelque sorte, on fait ce qu'on veut, même en restant dans le cadre de l'institution et dans le cadre du programme, mais on fait ce qu'on veut. Et là, dans l'entreprise, je me disais, j'ai des gens qui me disent ce qu'il faut faire et tout ça, ça n'a pas marché. Donc, en fait, j'ai cherché une solution et sur le net, j'ai trouvé un forum où il y avait des assistantes indépendantes, des secrétaires indépendantes, avec tout un panel de possibilités de jobs différents dans le secrétariat indépendant. J'ai fait une sorte de girouette en me disant je vais faire de la transcription ou alors je vais avoir plusieurs clients et aller chez eux 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Je ne vais surtout pas faire de permanence téléphonique parce que je ne veux surtout pas rester au téléphone. Conclusion, je fais de la permanence téléphonique. J'ai créé mon entreprise de permanence téléphonique haut de gamme. Donc, en fait, je suis partie dans le haut de gamme parce que je ne voulais pas me transformer en centre d'appel. Je ne voulais pas avoir des dizaines et des dizaines d'appels par jour, des dizaines et des dizaines de clients. Je voulais absolument faire de la qualité. Et donc, pour ça, il fallait que mes clients me payent un certain montant pour que je n'ai pas besoin d'en prendre énormément. Et que donc, du coup, ça veut dire que moi, en échange de ce montant assez haut, je fasse un travail d'hyper qualité. Quand tu as justement décidé de switcher du salariat vers l'entrepreneuriat, quelle a été la réaction de ton entourage personnel et professionnel? Alors déjà, quand tu dis que tu veux quitter la fonction publique, voire l'éducation nationale, personne ne comprend. Personne ne comprend parce que tu as énormément de vacances. En fait, c'est essentiellement ça qu'on va te sortir. Personne ne prend en compte le fait que parfois le métier est extrêmement difficile. En fait, les vacances te servent juste à te ressourcer avant une autre période de travail où tu vas t'épuiser en fait. Donc, personne ne comprenait. Tout le monde nous disait mettez-vous, parce qu'évidemment j'ai démissionné en même temps que mon mari, qui était aussi professeur, et donc du coup, on a démissionné tous les deux en même temps. Donc en gros, on perdait tous les deux nos revenus en même temps. Et on avait 2 filles de 6 ans et 9 ans. Donc, tout le monde nous disait, vous avez beaucoup de courage. D'un côté, on avait cela, ouais, vous avez beaucoup de courage. Et d'un autre, on nous disait, vous êtes complètement fou de vouloir quitter la fonction publique, la sécurité de l'emploi, pour aller vers quoi. Mon mari avait cette phrase un peu forte, mais qui disait, c'est une question de survie, en fait. Maintenant, nous, on doit sortir de là et on doit trouver autre chose. Et comme on voulait absolument ne pas garder de filet de sécurité, on ne s'est pas mis en disponibilité, ce qui est possible dans la fonction publique. Tu peux pendant 5 ans tenter des choses et avoir la possibilité de revenir dans 5 ans. Nous, on a dit niet, on démissionne. Mais à cette époque-là, c'était le président Sarkozy et il avait mis en place, je ne sais pas si ça existe toujours, une prime de départ volontaire pour les fonctionnaires parce qu'il voulait dégraisser un peu le fonctionnariat. Et du coup, on a eu droit à cette prime tous les deux. On n'avait pas droit au chômage, forcément, puisqu'on venait de la fonction publique, mais on avait cette prime qui nous a permis de tenir plusieurs mois le temps de créer nos entreprises, en fait.
Du coup, vous êtes sorti en fait de l'inconfort, de quelque chose qui paraissait confortable à tout le monde. Voilà, exactement, c'est ça. Au niveau familial, tout le monde était un peu inquiet parce que les gens se disent, mais vous partez dans l'inconnu total, vous n'avez pas de sécurité. Mais nous, on estimait qu'on était capable de retrouver un emploi. Et à un moment donné, on a laissé tomber l'idée de retrouver un emploi. On s'est dit, nous, ce qu'il fallait qu'on fasse, c'est créer notre emploi. Donc, l'un comme l'autre, on a créé notre propre emploi. Ça fait 10 ans, 11 maintenant, parce qu'on a démissionné en 2012. Et on vit très bien tous les deux. On a créé nos entreprises et tout va bien. Donc finalement, croire en soi et s'éloigner de l'effet miroir des peurs de notre entourage et notamment de toutes ces peurs financières et toutes ces croyances limitantes qu'ont les personnes qui n'ont jamais créé d'entreprise et qui n'ont pas C'est ça, osé. exactement. En fait, les gens projettent leur peur sur ceux qui veulent tenter des choses, ce qui est normal en soi parce que tu passes tout par ton propre prisme. Mais du coup, quand quelqu'un te parle d'un projet, bah, tu as vite fait en fait de lui instiller tes propres peurs. Mais si tu as suffisamment toi confiance en toi, finalement, tu te dis, moi, je peux donner tout ce qu'il faut pour réussir en fait. L'entrepreneuriat, ça demande un panel de compétences. Tu vois, il faut devenir chef d'entreprise. Moi, j'étais pas salariée avant, mais j'ai mes élèves parce que j'ai créé une formation qui aide certaines femmes à faire le même métier que moi. Et en fait, quand tu as une posture de salarié, c'est pas facile de passer à une posture de chef d'entreprise. Il faut un changement de mindset. Moi, je leur dis toujours, vous n'êtes plus dans une relation de subordination, là, vous n'avez plus de patron, vous avez des clients. Donc là, on part sur une relation de collaboration. Vous êtes des égaux, tu es la chef de ta propre entreprise, il ou elle est la chef de son cabinet médical ou autre, ou je ne sais quoi, mais vous êtes des égaux, vous êtes sur le même niveau. Il n'y en a pas un qui est... D'ailleurs, moi, je tutoie tous mes clients parce que je trouve que c'est pour la relation que j'arrive à développer avec chacun de mes clients, j'ai besoin de les tutoyer. Et c'est intéressant ce que tu expliques, puisque tu t'en es pas arrêté à la permanence téléphonique, mais tu as également développé un business web où tu transmets à d'autres femmes qui veulent se lancer sur cette activité-là. Donc, tu as continué quelque part à former, à transmettre, il y a quelque chose que tu as en toi. Oui, parce qu'en fait, à un moment donné, j'avais écrit un article sur un blog de la personne qui avait créé le forum des secrétaires indépendantes. J'avais écrit un article sur la façon dont moi je faisais la permanence téléphonique qui a fait voler en éclats pas mal de croyances limitantes dans ce métier-là. Parce que quand je me suis lancée, en fait, on trouvait soit les centres d'appel avec des dizaines de personnes, soit des secrétaires indépendantes. Mais les secrétaires indépendantes s'étaient mises dans l'idée qu'il fallait concurrencer les centres d'appel à la fois sur leurs tarifs et à la fois sur leurs horaires, alors qu'elles étaient seules, mais elles voulaient proposer le même service. Parfois, on trouve de l'aide là où on ne s'y attend pas. Moi, c'est ma mère qui m'a sauvée de mes premières croyances limitantes par rapport à ça. Elle m'a dit, mais pourquoi tu veux travailler plus qu'une secrétaire salariée dans un cabinet médical? Et en fait, cette phrase, elle m'a ouvert les yeux. En fait, je me suis dit, mais oui, mais pourquoi? C'est pas parce que moi, je suis indépendante que je devrais devenir esclave de l'entreprise que je suis en train de créer. Donc, en fait, je suis partie sur une proposition d'horaire à 40 heures au début, mais très vite, dès le premier client, je suis descendue à 35. Actuellement, mon secrétariat, il est ouvert 32 heures par semaine et moi, j'en travaille 26. Donc, j'ai vraiment, vraiment diminué et mes tarifs sont assez hauts par rapport à ce que proposent beaucoup de personnes. Et donc, j'ai écrit cet article parce que je trouvais important de montrer qu'il y avait une autre façon de faire la permanence téléphonique, qu'on pouvait être très heureuse en faisant de la permanence téléphonique, qu'on n'était pas bloqué chez soi de 8h à 20h toute la semaine, puis de 8h à midi le samedi, qu'il y avait une autre façon de faire, quoi. Et j'ai été beaucoup contactée en fait suite à cet article. Et un jour, il y a une des filles avec qui je venais de passer déjà plus d'une heure au téléphone qui m'a dit, mais est-ce que tu pourrais me mettre tout ça par écrit? Et je me suis dit, mais elle n'est pas gonflée, elle, quand même. Et mon mari m'a dit, mais non, mais en fait, elle a raison, tu mets ça par écrit et tu le vends. Et du coup, en fait, ça a été ma première cliente parce que je lui ai dit, bah, écoute, je vais écrire un e-book et je vais t'envoyer les chapitres au fur et à mesure. Je lui ai donné un prix, elle a payé, je lui ai envoyé les chapitres au fur et à mesure. Ça a été ma bêta testeuse. Et maintenant, c'est une formation qui fait 50 vidéos. J'ai tout transformé en vidéo et j'ai formé, je pense, actuellement à environ 200 femmes. Et donc, tu crées de la valeur dans la vie de ces femmes. Absolument, absolument. Et tu leur permets à leur tour de changer de vie et d'être certainement plus en adéquation entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Souvent, c'est des femmes qui ont été secrétaires médicales dans le salariat, qui sont soit en burn-out, soit qui ont l'impression de passer leur vie dans les transports et dans leur lieu de travail, soit qui veulent plus profiter de leur famille. Et donc, en basculant dans l'entrepreneuriat, elles découvrent, en faisant de l'accueil téléphonique haut de gamme, comme moi je le propose,
elle découvre un monde qui paraît un peu fou parce que oui, en effet, il est possible de travailler de chez soi. Oui, en effet, on peut gagner autant que quand on était salarié. Oui, on peut avoir pas mal de temps libre. Et tout ça en ayant un job sympa parce qu'on a des clients. Et quand on tombe sur malheureusement un client toxique, eh ben, il suffit de s'en séparer pour en trouver un nouveau qui fit mieux avec l'entreprise de rêve qu'on a envie d'avoir, quoi. On peut trouver un équilibre et on peut gagner très correctement sa vie. Oui, je pense que l'entrepreneuriat, c'est une liberté incroyable en fait pour nous les femmes et il n'y a pas forcément besoin d'avoir des compétences de folie pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Là, moi, par exemple, je réponds au téléphone, je donne des rendez-vous. J'ai essentiellement des ostéopathes en tant que client. J'ai un médecin et j'ai une podologue. À part chez le médecin où j'ai besoin de mon bon sens paysan pour savoir si c'est une urgence ou pas, vraiment de compétences particulières à avoir. Donc, en fait, c'est un métier qui est accessible à tout le monde. Mais par contre, ça demande quand même certaines qualités, quoi. Justement, maintenant que tu as un petit peu de recul, le fait d'avoir été fonctionnaire et d'avoir été dans les métiers de l'enseignement, quels ont été les blocages spécifiques que tu as eus qui étaient liés à cette corporation? Certainement, justement, le fait d'avoir l'habitude de travailler dans un cadre qui n'existait plus dans un second temps quand il t'a fallu monter ton entreprise. Quelque part, ce mythe de la sécurité, le fait d'avoir des tabous sur l'argent, j'imagine aussi, puisqu'on parle peu d'argent en fait dans ces métiers-là. As-tu repéré un petit peu qu'est-ce qui t'avait bloqué par rapport à ton précédent parcours professionnel? J'ai pas eu la sensation d'avoir vraiment, moi, de blocage par rapport à ça. J'avais un manque de confiance en moi parce que j'avais l'impression que je ne savais rien faire à part enseigner. Souvent, dans l'éducation nationale, on te laisse croire, que ce soit l'institution ou les collègues, qu'on n'est fait que pour enseigner et qu'on ne sait pas faire autre chose, en fait. Alors que quand on enseigne, finalement, on gère un groupe, on anticipe sur plein de choses, on organise énormément de choses. En fait, on a des dizaines et des dizaines de compétences, mais on ne sait pas les mettre en valeur et on n'en prend pas conscience. On communique aussi, on est des très bons communicants en général. Oui, la gestion de groupe, la gestion de conflits, on a des dizaines de compétences, mais on ne sait pas lesquelles. Et moi, heureusement que j'ai un mari extraordinaire et mon mari m'a dit qu'il avait une énorme confiance en moi et en mes capacités et que quoi que je veuille faire en sortant de l'éducation nationale, je pourrais le faire. Donc en fait, il a été d'un soutien extraordinaire. Lui, il était persuadé que quoi qu'on fasse, on s'en sortirait. Moi, c'est ce qui m'a vraiment aidé. Après, au niveau du métier d'avant par rapport au fait de devenir entrepreneur, je n'avais pas vraiment de blocage en soi, j'ai l'impression. Ça m'était jamais venu à l'idée avant parce que moi, dans ma famille, personne n'est dans le monde de l'entreprise. Dans la famille de mon mari non plus. Donc en fait, on est les premiers à se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais on s'y est lancé tous les deux à fond en se disant de toute façon, on a démissionné, donc on n'a pas le choix, il faut que ça réussisse, quoi. La politique de la terre brûlée. Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on a démissionné. De toute façon, c'était sûr. On s'était dit, si on garde un filet de sécurité, on ne va pas y aller à fond, en fait. Et dans ma tête, je m'étais gardé, je crois on a 10 ans pour pouvoir repasser le concours si jamais on voulait y retourner. Mais je ne sais pas, au bout de 2 ans, 3 ans, on disait jamais on y retournera. Et franchement, je crois que jamais on y retournera. Mais malgré tout, tu vois, l'enseignement me manquait puisque la preuve, j'ai refait une formation pour enseigner à des femmes à faire le même métier que moi. Mais c'est différent. Du coup, j'ai un groupe Facebook. Tous les jours, en fait, j'aide les nanas à prospecter, à réfléchir à leurs tarifs, à tout ça et tout ça. En plus de la formation, je suis quand même en soutien quotidien avec elles. Et en fait, entre ça et la partie de mon métier où je réponds au téléphone, je chouchoute mes clients, je chouchoute leurs patients, je trouve que j'ai un ensemble là qui est extraordinaire. Moi, au niveau professionnel, je suis gâtée, quoi. Et tu as également créé une marque et un blog qui s'appelle Panda Productif pour aider justement des femmes qui veulent gagner en productivité dans leur vie quotidienne. Ouais. Mon métier, c'est un peu un Tetris chaque jour. Tu vois, je dois organiser des rendez-vous, je dois parier sur le flux d'appels par rapport au nombre de patients et tout ça. Et en fait, l'organisation, c'est vraiment mon truc. J'aime ça. Moi, je dis toujours que je suis une paresseuse hyper organisée. Je cherche toujours les moyens d'en faire moins pour en faire plus. D'ailleurs, c'est le slogan de ma chaîne et de mon blog. Je cherche toujours des moyens de gagner du temps sur tout ce qui est tâches ménagères, charge mentale, la gestion du quotidien, en fait, pour les femmes. Je trouve que nous, les femmes, on a énormément de choses à gérer au quotidien, en plus de notre vie professionnelle, que même si nos maris ou nos conjoints essayent d'en faire un peu, ça n'arrive jamais au même niveau. Nous, on a la tête farcie de choses. Moi, je vois bien avec mon mari qui pourtant est quelqu'un qui m'aide beaucoup au quotidien. Au niveau de ce qu'on a dans la tête par rapport à l'organisation familiale, lui, il a ça et puis moi, j'ai ça, quoi. Tu vois. Donc, j'ai fait un blog
pour partager en fait, pour partager toutes les astuces que je mets au point au quotidien pour gagner du temps, de l'énergie, etc. Souvent, les femmes ne se rendent d'ailleurs pas compte que c'est une super compétence d'être des reines de l'organisation. Moi, je le vois chez les mamans, notamment les mamans qui ont 3 ou 4 enfants. C'est dingue les process qu'elles arrivent à développer et la manière dont elles sont efficaces en entreprise. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est un entraînement au quotidien, mais elles n'ont pas forcément idée que ces compétences qu'elles utilisent au quotidien seraient hyper exploitables au niveau professionnel, en fait. Du coup, quels pourraient être tes meilleurs conseils pour une femme qui serait dans la fonction publique, par exemple institutrice, et qui souhaiterait changer de job, se reconvertir et se dire et pourquoi pas monter mon activité? Quels conseils pourrais-tu lui donner? Alors, déjà, moi, je pense qu'il faudrait se poser à un moment donné et réfléchir réellement à toutes les compétences qu'elle met en place dans son métier d'institutrice chaque jour. Tu vois, ça te donne un panel de compétences et à partir de ces compétences-là, se dire vers quel métier je pourrais partir. En fait, il y a des dizaines et des dizaines de possibilités dans l'entrepreneuriat. Il faut juste trouver quelque chose qui te botte. Et ensuite, je pense qu'il faut aussi passer un temps à se former. Parce que devenir chef d'entreprise, au démarrage, en général, on fait une micro-entreprise, une entreprise avec une seule personne. Ça va te demander de prendre une posture de chef, comme on disait tout à l'heure. Ça va te demander de devenir commercial de ton entreprise, donc du coup d'apprendre à te vendre, à vendre tes services, à contacter des gens que tu as toujours l'impression que tu vas déranger. Après, ça va te demander d'être efficace dans la partie de ton cœur de métier. Donc, il existe des gens qui forment. Moi, j'avais fait beaucoup de recherches sur la vente parce que je m'étais dit, si j'arrive pas à vendre mes services, j'aurai pas de clients. Si j'ai pas de clients, j'ai pas d'argent. Et donc, en fait, je me suis beaucoup formée sur ça. Et je sais que j'ai une appétence pour la prospection. Je déteste prospecter, mais après, en contact, je suis très bonne. Je suis partie une fois à un rendez-vous juste pour présenter mes services et je suis revenue avec 2 clients. C'est mon père qui était commercial dans les assurances m'a dit j'ai jamais réussi à faire ça, arriver chez quelqu'un et repartir avec un client direct alors que tu n'avais même pas rendez-vous avec la deuxième personne. Tu vois, mais en fait, il y a un contact. Mais je pense qu'il faut se former parce que devenir chef d'entreprise, c'est tout un panel de compétences à acquérir en fait. Mais tout se fait. Il ne faut pas avoir peur en fait. Tout se fait. Tout Donc, ça. commencer à investir sur soi, expérimenter, tester des nouvelles choses? Oui, complètement. Complètement. Mais investir sur soi, je pense, moi je dirais en premier. Parce que s'il te manque des compétences, il y a forcément quelqu'un quelque part qui va pouvoir t'apprendre à les acquérir. Se former et puis après, go, faut y aller. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur non plus de se lancer. Après, avec mon mari, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on avait quand même de l'argent de côté. On n'est pas parti en se disant on ne gagne plus d'argent et on a des prêts, on a de l'argent qui sort tous les mois et tout ça. On avait quand même un petit bas de laine qui nous permettait de vivre plusieurs mois sans gagner d'argent. Donc, on pouvait se lancer en quelque sorte sereinement parce qu'on savait qu'on avait de l'argent derrière. Organiser son coussin de sécurité. Exactement. Histoire de pouvoir tenir le temps que ton entreprise rapporte de l'argent. Parce que, en fait, j'ai parfois des élèves, moi, qui arrivent en pensant que parce qu'elles ont arrivé sur le marché, dans 3 semaines, elles vont avoir une entreprise qui va tourner à fond. Il faut quand même que tu puisses tenir quelques semaines, quelques mois, le temps que tes premiers clients te rapportent, le temps que les personnes à qui tu proposes tes services se disent eux-mêmes « Ah oui, c'est vrai que j'en ai marre de m'occuper de mon téléphone, ce serait quand même mieux si quelqu'un s'en occupait à ma place. » Enfin, quand tu crées une entreprise, le marché ne t'attend pas forcément. Après, il faut quand même que tu ailles chercher tes clients, quoi. Et puis le temps de monter en compétence, parce qu'en fait, c'est un processus de développement personnel, le fait de devenir entrepreneur. Et ça prend du temps. Exactement. Oui, oui, oui. Et les compétences, comme je disais tout à l'heure, c'est tout un panel. Et toi également, tu vas certainement tâtonner dans le positionnement commercial de tes offres. Et souvent, au démarrage, ça prend un peu de temps de les positionner correctement en termes de prestations et de prix. Après, ma mère, mon premier client, a fait voler en éclats mes premières certitudes. En fait, j'étais partie aussi sur ce que je trouvais sur le net, qui était travailler en forfait. C'est-à-dire, ton client reçoit 200 appels par mois, entre 0 et 200 appels par mois, et il paye tant d'argent. Mon premier client, il m'a dit « Oh, moi, ça m'embête, ce système. Imagine, j'ai que 50 appels et je vais payer pour 200, quoi. » Et je me suis dit que c'était nul, en fait, comme façon de faire. Et j'ai complètement changé. J'ai réorienté les choses au fur et à mesure que j'avançais dans le processus, comme tu dis. Tu vois, comme au début, je finissais à 18h. Pendant un an, j'ai travaillé jusqu'à 18h. Au bout d'un an, j'avais quasi aucun appel entre 17h30 et 18h. Je suis descendue à 17h30 et puis aujourd'hui, je serai finie à 17h. Mais je n'ai pas peur de mes clients non plus. Parce que je ne considère pas mes clients comme des patrons.
comme je disais tout à l'heure. Donc, quand je fais un changement dans mon entreprise, j'envoie un message pour informer. Je n'envoie pas un message pour demander l'autorisation. Je ne dis pas est-ce que ça vous dérangerait si je finis à 17h30 au lieu de 18h? Ben non, en fait, à partir de telle date, je finirai à 17h30. Le secrétariat finira. Voilà. Tu n'es pas dans une relation de soumission, mais dans une relation d'égal à égal. Exactement, de coopération, comme je disais tout à l'heure, de collaboration. D'ailleurs, moi, mes clients, quand ils arrivent dans l'entreprise, ils trouvent toujours que ça fait super du bien de travailler. Ça y est, maintenant, je ne suis plus tout seul, je suis en équipe. Tu vois, Et eux, ça enrichit leur quotidien. complètement. Ça enrichit leur quotidien, ça améliore leur vie professionnelle, du coup, ça rejaillit sur leur vie personnelle. Ils gagnent tous en sérénité. J'ai pris l'habitude, moi aussi, tu vois, de leur demander très rapidement, une fois qu'on commence, comment ils se sentent. Est-ce qu'ils se sentent mieux? Est-ce que ça valait le coup? Et tous, ils disent, mais je ne sais pas pourquoi je n'avais pas commencé avant. Et à partir du moment où tu as ça qui arrive, bah, c'est bon, le client, il est là. Et moi, mon premier client, ça fait 10 ans que je me suis installée en 2013, bah, et mon premier client, il est toujours avec moi. Donc, tu as créé en fait une boucle vertueuse chez toi et chez les autres. Absolument. Et du coup, ça SM doucement, tu vois, avec le fait que j'ai des élèves et qui vont faire la même chose que moi. Et j'espère qu'on va arriver un jour à ce que les croyances qui sont actuellement dans ce métier-là volent en éclats et que la plupart des filles se disent bah, si moi je m'installe en tant qu'indépendante dans ce métier-là, je fais des petits horaires et du haut de gamme pour avoir une vraie qualité de vie pour moi aussi, pour pouvoir donner une bonne qualité de travail à mes clients. Et pas, je dois concurrencer Doctolib et les centres d'appel en bossant comme une dingue et en devenant esclave de mon entreprise et en faisant un burn-out au bout de 18 mois. Quoi. C'est très important. Et une dernière question pour clore cette interview. Quel est l'effet que ça a eu sur tes enfants, le fait que vous ayez quitté la fonction publique pour devenir entrepreneurs tous les deux? Est-ce que tu as vu des changements sur leur perception du temps, de l'argent, du travail? Alors, nos filles ont adoré le fait que leurs parents, du coup, débarquent H24 à la maison. Ça, c'était quand même quelque chose de super. Même si, en tant qu'instit et prof, on était quand même déjà très présents, là, on était quand même maintenant archi présents. À ce niveau-là, ça a été quand même, on est un quatuor, nous et nos enfants, et on est hyper proches. Tu vois, là, maintenant, elles ont 18 et 21 ans. On est toujours extrêmement proches. On n'a pas eu de crise d'adolescence chez nous. Alors, peut-être ça va venir maintenant, je ne sais pas à quel âge, mais il n'y a pas eu en tout cas. Donc, ça a été un avantage hyper intéressant. Après, elle voit deux façons très différentes de travailler dans l'entrepreneuriat, parce que moi, je travaille très peu pour mon entreprise et ça marche très bien. Mon mari, ça marche très bien, mais il travaille beaucoup. Donc, elles ont les deux panels. Tu vois, pendant le confinement, elles avaient 15 et 18 ans et elles ont créé une entreprise. Elles ont créé une entreprise de vente en ligne de bijoux fait main. Elles ont fait toute la communication. Ma grande qui était dans la com, elle a fait le site internet. Elles ont fait des TikTok et tout ça. Donc, elles sont parties sur l'idée que tout était possible en fait. En 3 mois, elles ont été bénéficiaires. Ça a permis à ma grande de rentrer dans son école de com. Ça a permis à ma petite là de rentrer en école de commerce. Pour elle, tout est possible. Et tu vois, c'est marrant parce que ma grande est maintenant en école de graphisme digital là, et elle a eu une entrepreneur qui est venue faire une intervention et qui leur a demandé un peu leur vision du travail. Et ma fille a été la seule à dire, pour moi, ma vision du travail, c'est la création. Pour elle, c'est la création parce qu'en fait, elle se voit en tant qu'entrepreneuse, elle ne se voit pas du tout comme salariée. Et tous les autres ont sorti des choses comme, c'était hyper négatif. C'était une vision du salariat où tu vois des choses comme exploitation, marche ou crève, des choses comme ça. Donc vraiment une vision du monde du travail très négative que n'avait pas du tout ma fille, qui elle voit le travail comme quelque chose qui permet plein de choses. Quoi. On voyage énormément, nos entreprises nous permettent beaucoup de choses en fait. Donc elle voit l'entreprise comme quelque chose de très positif. Alors j'ai le même retour que toi parce que moi, depuis que je suis devenue entrepreneur, ma fille me dit toujours que je suis la seule personne qu'elle connaît qui aime ce qu'elle fait et qui rayonne d'une belle énergie tous les matins en se levant, en déplaçant des montagnes en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est un bon modèle à montrer à nos enfants, surtout qu'en tant que femme, tu vois, je trouve. Parce que bah, voilà, nous aussi, nous les femmes, on peut créer une entreprise, en vivre bien, devenir chef d'entreprise. Ma mère s'est marrée pendant des années quand je disais que j'étais chef d'entreprise. Mais je suis chef d'entreprise en fait. Mon entreprise est à moi. Voilà, j'ai des clients, je suis chef d'entreprise. Et souvent, il y a plein de femmes qui sous-estiment complètement justement l'effet transformateur que ça a sur la vie de leurs enfants, que d'oser se lancer, de se faire confiance et de leur montrer l'exemple, la preuve par l'exemple. Et sur les conjoints. Parce que moi, j'ai beaucoup d'élèves aussi qui se lancent, qui n'ont pas forcément le soutien du conjoint, qui pensent que ça ne va pas marcher. Et tu vois, j'ai rencontré une de mes élèves l'année dernière qui est venue vers chez moi et il avait son mari et ses enfants. Et son mari m'a dit, je ne croyais absolument pas. Et en fait, elle l'a époustouflée en fait.
Tu vois, il en est resté baba du fait que sa femme avait créé son entreprise, que son entreprise était déjà pérenne à moins d'1 an après son installation. Et je trouve que c'est super ça aussi, tu vois, comme effet boule de neige. Bien sûr, en fait, la confiance en soi, souvent, pas mal de personnes pensent qu'il faut avoir confiance en soi pour se lancer, alors que finalement, c'est en se lançant, en s'en prouvant qu'on peut faire bien des choses, qu'on acquiert la confiance en soi. Exactement. Parce que une fois que tu as une entreprise qui tourne, ça fait du bien, quoi. Tu te dis: «Waouh, mais j'ai accompli un truc énorme, en fait. Moi toute seule, j'ai accompli un truc énorme». Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter par rapport à cette interview? Ben non, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Moi, je dirais que j'aurais envie qu'il y ait plus de femmes qui se lancent, tu vois? J'aimerais que les femmes se disent: «C'est pas parce qu'on me dit que je ne peux pas, que je ne vais pas y arriver, en fait». Donc se mettre un petit pécule de côté et puis se lancer. Même si on a des enfants jeunes, même si c'est pas simple tous les jours, il y a moyen de créer son entreprise, de s'installer et de vivre très confortablement de son activité en tant qu'entrepreneur féminin. Et puis on n'échoue jamais, on apprend de toute façon. Voilà. Après, il suffit de réorienter, hein. Je te remercie Tatiana, vous retrouverez tous les liens pour, rejoindre Tatiana et vous faire accompagner par elle, notamment à travers ses 2 blogs Panda Productif et Se lancer dans la perme. Merci à toi. Merci Ophélie, à bientôt.